Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes de retour avec une autre vidéo qui sera consacrée à la stylistique et aux figures du style. Dans un premier temps, on va donner les définitions des termes clés. Ensuite, on va citer les principaux types de figures du style. Enfin, on va donner ou énumérer les différents types de figures du style tout en donnant des exemples afin de faciliter la reconnaissance de ces figures au sein des textes, soit en prose, soit en vers. La stylistique est une discipline récente. C'est une discipline qui a pour objectif le style. Il étudie les procédés littéraires employés par les auteurs dans leurs œuvres ainsi que les procédés expressifs d'une langue, alors que la rhétorique désigne l'art de bien parler, l'art qui donne des règles de bien dire les choses. Il a pour objectif la domination dans le discours, afin d'arriver à la persuasion dans le discours, tandis que les figures du style sont tous les procédés utilisés qui agissent sur la langue et qui créent un effet de sens et de sonorité. C'est le fait de dire quelque chose autrement, différemment à la langue commune. Il y a plusieurs types de figures du style. Au niveau phonétique, relatif au son et aux sonorités, on trouve par exemple le hiatus, la cacophonie, l'allitération, l'assonance, la paronomase. Par contre, au niveau du lexique, on trouve des figures d'analogie, par exemple l'allégorie, la comparaison, la métaphore, la personnification, des figures de style de substitution, par exemple la métonymie, la périphrase, la synecdoque, des figures d'amplification, par exemple la gradation et l'hyperbole, des figures de constriction, par exemple la syndète, l'ellipse, parallélisme et le zeugme, des figures d'insistance, par exemple l'anaphore, l'énumération, le parallélisme, la répétition, des figures d'opposition, par exemple l'antiphrase, l'antithèse, le chiasme, l'oxymore, des figures d'atténuation, par exemple la litote et l'euphémisme. Le hiatus est une figure du style qui est au niveau phonétique. Il s'obtient lors de la rencontre de deux voyelles appartenant à des syllabes différentes, que ce soit dans le même mot ou appartenant à deux mots différents. Lorsque les voyelles appartiennent à deux mots différents, on parle ici d'un hiatus transitoire. Mais lorsque les deux voyelles se succèdent à l'intérieur d'un même mot, on parle ici d'un hiatus interne. Il permet de jouer avec la mesure des vers afin d'obtenir le nombre exact ou le nombre souhaité de syllabes. Ainsi, le poète peut choisir entre la synérèse et la diérèse. La synérèse, lorsque les voyelles sont fusionnées, comme dans lion, il est transcrit en une syllabe, alors que pour la diérèse, il est séparé. Les voyelles sont séparées. Il est prononcé, il est transcrit en deux syllabes. Idem pour papillon. Il est transcrit en deux syllabes lors de la synérèse et en trois syllabes lorsqu'on parle de la diérèse. La cacophonie est une figure de style au niveau phonétique. Il consiste en la rencontre ou la répétition désagréable de sons. Comme on le voit dans les exemples suivants, on a du mal à prononcer ces énoncés. La cacophonie n'est considérée comme figure du style que lorsqu'il est dite par un auteur connu, prenant ainsi une valeur esthétique. Sinon, il est considéré comme une faute d'expression ou expressive à éviter. L'allitération et l'assonance sont deux figures du style employées notamment dans la poésie. On est toujours au niveau phonétique et c'est la redondance de son. L'allitération, c'est la redondance d'une consonne, alors que l'assonance, c'est la redondance d'une voyelle. L'effet recherché par ces deux figures, c'est la mise en valeur d'une certaine musicalité
et par conséquent déterminer un certain sentiment du poète. La paronomase est une figure de style du côté phonétique car il s'appuie sur l'homophonie des termes et elle consiste à rapprocher ou regrouper deux termes dont les sons sont semblables mais dont les sens sont totalement différents. L'effet produit par la paronomase, c'est la naissance des allitérations et des assonances, afin de créer une sorte de musicalité ou une mélodie aux phrases. Il donne aussi une valeur expressive aux sentiments, comme on va le voir dans les exemples suivants. Par exemple, bonheur, honneur. Le bonheur, on le trouve toujours dans le nord. Pour le deuxième exemple, délice et délire. Le poète ici veut dire que ce qui est délice, c'est-à-dire agréable pour les uns, elle est totalement désagréable ou désordonnée pour les autres. De même, pour le troisième exemple, le recours, c'est-à-dire une deuxième chance, est un secours pour la personne. Concernant le quatrième exemple, on a comparé la tristesse qui fait pleurer le cœur comme de la pluie. Ainsi, la paronomase donne une dimension expressive à la parole. Les figures du style lexical portent principalement sur le sens des mots. Ils sont de plusieurs genres. Par exemple, les figures d'analogie, les figures de substitution, les figures d'amplification, de construction, d'insistance, d'opposition, d'atténuation. On va commencer par les figures d'analogie, la comparaison. La comparaison est une figure rhétorique d'analogie qui tient à rapprocher deux termes partageant des sèmes communs, un comparant et un comparé. Ces deux termes sont liés par un outil de comparaison appelé comparatif. Le comparatif peut être une conjonction ou un adverbe, par exemple comme, de même que, ainsi que, autant, etc. Il peut être un adjectif ou une locution adjectivale. Par exemple, tel, semblable, pareil à, similaire à. Il peut être aussi un verbe paraître, avoir l'air de, se rapprocher de, sembler, ressembler, etc. Prenons les exemples suivants. Cette femme est belle comme une rose. La femme est le comparant. La rose est comparée. L'outil comparatif, c'est comme. Les sèmes communs que partagent la femme et la rose, c'est la beauté et la fragilité. Pour le deuxième exemple, semblable à des émeraudes, ses yeux me fascinent. On a commencé par l'outil comparatif qui est une locution adjectivale, semblable à. Des émeraudes, c'est le comparé. Ses yeux, c'est le comparant. Les sèmes communs que partagent les yeux et les émeraudes, c'est la brillance et la beauté. De même, pour le troisième exemple, le cheval blanc de Zorro était rapide comme l'éclair. Le cheval blanc de Zorro, c'est le comparant. Comme c'est l'outil comparatif, l'éclair, c'est le comparé. Les sèmes communs que partagent le cheval de Zorro et l'éclair, c'est la vitesse, la grande vitesse et la rapidité. La métaphore est une figure du style d'analogie. Elle consiste à la mise en relation de deux éléments. Ces deux éléments entretiennent entre eux une relation de ressemblance. La métaphore est considérée comme une comparaison elliptique, c'est-à-dire une comparaison qui met en relation deux éléments, mais sans outil de comparaison ou comparatif. Elle prend différentes formes telles que l'identification, la personnification, la synesthésie, l'allégorie, la parabole ou la métaphore filée. Prenons le premier exemple, l'or du soir. Ici, Victor Hugo a comparé la lune, qui n'est pas présente dans la phrase, à de l'or du soir. Le comparant, c'est la lune. Le comparé, c'est l'or, mais sans outil de comparaison. Et les sèmes communs sont la couleur et la brillance.
Pour le deuxième exemple, ténébreux orage, c'est une métaphore. Et plus précisément, c'est une identification car on a utilisé la copule, le verbe être, fut, au passé simple, pour attribuer le ténébreux orage à la jeunesse. Ainsi, le comparant, c'est la jeunesse et le comparé, c'est ténébreux orage. Et les thèmes communs sont l'agitation, la perturbation et le malheur. De même, pour le troisième exemple, la métaphore, c'est le soir de la vie. Et plus précisément, c'est une identification car on a utilisé la copule. Pour relier le comparant qui est la vieillesse au comparé le soir de la vie. Les thèmes communs sont la fin de la vie, la fin. Pour le quatrième exemple, la métaphore, c'est la faucille d'or. L'auteur a comparé le croissant de la lune à une faucille du point de vue de la forme. Et il a comparé le ciel à un champ où on a semé des étoiles. Pour le cinquième exemple, la métaphore, c'est requin. C'est une identification pour parler de quelqu'un qui est sans pitié. Concernant le sixième exemple, cet homme est un agneau. Le comparant, c'est homme et le comparé, c'est agneau. Pour parler d'une personne qui est douce, pacifique et inoffensive. Pour le septième exemple, ce couple mène une vie orageuse. Orageuse, c'est un adjectif qui est épithète du nom la vie. On a comparé la vie du couple à une vie qui est pleine d'orage. Pour parler d'une vie qui est violente et pleine d'agitation et de perturbation. La personnification, elle aussi, est une figure de style d'analogie, une variété de métaphores. Elle consiste à prêter ou à intégrer des traits à caractère humain à des animaux ou à des choses inanimées. Par exemple, pour la première phrase, le soleil somnambule. C'est une personnification où on a intégré le fait de marcher inconsciemment pendant le sommeil au soleil. Pour le deuxième exemple, le front audacieux. L'auteur a comparé un palais qui est une chose inanimée à un homme qui est un front et qui a de l'audace. Pour le troisième exemple, poursuit, c'est une personnification. Racine, ici, a introduit une action humaine qui est le fait de poursuivre à une chose inanimée qui est le destin. Pour le quatrième exemple, hurler, c'est une personnification. L'auteur a associé le bruit du vent dans les branches des arbres à des cris humains. La synesthésie est une figure de style d'analogie, une forme de métaphore où l'on regroupe deux domaines sensoriels en moins. Par exemple, la première phrase, parfum pourpre. On a regroupé l'odorat et la vue. Parfum, c'est l'odorat, relève du domaine de l'odorat, et pourpre du domaine de la vue. Pour le deuxième exemple, couleur criarde. On a associé la vue pour la couleur et l'ouïe pour criarde. De même, pour le troisième exemple, on a associé l'ouïe pour entendre et la vue pour clarté. Pour le quatrième exemple, l'odorat pour parfum et le toucher pour frais. Pour le cinquième exemple, la vue pour sombre et l'ouïe pour musique. Pour le sixième, l'ouïe pour la voix et le toucher pour chaude. Pour le septième exemple, le toucher pour doux et la vue pour vert. L'allégorie est une figure d'analogie, une variété de métaphores.
Elle consiste en la mise en relation de deux éléments entretenant une relation de ressemblance symbolique. L'allégorie peut être faite de plusieurs éléments formant un ensemble cohérent et signifiant quelque chose. Par exemple, la vérité toute nue se cache au fond de son puits, pour dire que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Pour le deuxième exemple, le temps mange la vie. Baudelaire compare ou matérialise le temps par une image d'un monstre qui dévore la vie de l'homme. Baudelaire ici veut signifier qu'il faut se méfier du temps. De même pour la femme qui a les yeux bandés et qui tient une balance, c'est une allégorie qui signifie la justice. Et pour la statue de la liberté, elle signifie la liberté. Alors que la colombe et le rameau d'olivier, c'est une allégorie qui signifie la paix. À la différence de la métaphore, la métonymie est une figure de style de substitution. Elle consiste à désigner une chose ou un objet par le nom d'une autre chose, avec qui il entretient une relation. La transposition du sens pour la métaphore se fait par le biais de la ressemblance, alors que pour la métonymie se fait par la relation. Et puisqu'il y a plusieurs types de relations, on a plusieurs types de métonymie. Par exemple, la métonymie du contenant pour le contenu, la métonymie de la matière pour l'objet, la métonymie du lieu pour la chose, la métonymie de l'instrument pour l'utilisateur, du signe pour la chose, du nom du constructeur pour la marque, la cause pour l'effet ou l'effet pour la cause, le physique pour les qualités morales, etc. La métonymie du contenant pour le contenu. On désigne ou on parle de quelque chose pour signifier ce qu'elle contient. Voyons les exemples suivants. Boire un verre. On a cité un verre pour parler du vin. Le deuxième exemple, je n'ai plus de batterie. Batterie, c'est une métonymie du contenant pour le contenu, pour signifier l'énergie que contient la batterie. Le troisième exemple, la salle applaudit pour signifier les spectateurs ou les gens qui existent dans la salle. Pour le quatrième exemple, on dit toujours un tagine ou une paella qui sont des noms des ustensiles pour désigner les plats. Pour le cinquième exemple, l'Europe s'est révoltée pour désigner les citoyens européens. Et pour le dernier exemple, on dit Paris a froid pour désigner les habitants de Paris. La métonymie de la matière pour l'objet. On dit j'ai acheté un jean pour désigner un pantalon. De même, on dit l'or pour désigner la monnaie. Le fer pour désigner l'épée. Par exemple, lorsqu'on dit croiser le fer, c'est se prendre en duel avec l'épée. Concernant le quatrième et dernier exemple, contempler un bronze de Rodin pour dire la statue de bronze de Rodin. La métonymie du lieu pour la chose. On dit un onctueux Bordeaux pour désigner le vin originaire de la région de Bordeaux. Le quai d'Orsay pour désigner le ministère des Affaires étrangères françaises. L'Élysée pour désigner la présidence de la République française. Un Havane pour désigner les cigares cubains. Un Roquefort pour désigner les fromages de Roquefort. Et un Cantal pour désigner les fromages fabriqués dans le Cantal. La métonymie de l'instrument pour l'utilisateur. On dit une fine lame pour désigner quelqu'un qui sait manier l'épée. Le violon pour désigner un musicien. Une fourchette pour désigner un chef cuisinier. Un bon fusil pour désigner un bon tireur. La plume pour désigner un écrivain. Un pinceau pour désigner le peintre.
les bus pour désigner les conducteurs. La métonymie du signe pour la chose signifiée. L'énoncé premier, l'alliance du sabre et du goupillon. C'est pour désigner l'alliance de l'armée et de l'Église. Le sabre signifie l'armée et le goupillon signifie l'Église. Le rouge et le noir. La couleur rouge pour désigner le métier du militaire et la couleur noire pour désigner le métier du religieux chrétien. On dit le laurier pour signifier la victoire. Le rameau d'olivier signifie la paix. L'arme signifie la guerre. La colombe signifie la paix. Le croix pour désigner les chrétiens ou la religion chrétienne. Et le croissant pour désigner la religion musulmane ou les musulmans. La métonymie du nom du constructeur pour désigner la marque ou l'instrument. Ainsi, on dit Ford pour désigner une voiture de marque Ford. Un Hugo pour désigner une œuvre de Hugo. J'ai acheté un pinceau, c'est-à-dire j'ai acheté un tableau. De même, j'ai acheté un Picasso pour dire j'ai acheté un tableau de Picasso. Guillotine, c'est le nom du constructeur ou de l'inventeur de la machine qui tranche le cou ou qui coupe la tête. Ainsi, on désigne la machine par le nom de son constructeur ou de son inventeur. La métonymie de l'effet pour la cause. On désigne l'effet pour parler de ce qui produit cet effet. Ainsi, dans l'énoncé « refroidir quelqu'un », c'est pour dire le tuer, car la mort a comme effet le refroidissement du corps. De même, pour le feu, c'est l'effet produit par les allumettes ou le briquet. Ou encore pour l'énoncé « Socrate a bu la mort » pour dire le poison, car le poison c'est la cause de la mort. Tandis que pour la métonymie de la cause pour l'effet, c'est le contraire. On cite la cause pour signifier l'effet, comme dans l'exemple « il lisait un Maupassant ». Maupassant c'est la cause, mais l'effet c'est son œuvre. De même pour « il a perdu sa langue » pour parler de la parole, qui est l'effet produit par la langue. Ainsi que pour la phrase « il a bu », c'est-à-dire boire du vin c'est la cause, et l'effet c'est être ivre. Et pour l'énoncé « vivre de sa plume », la plume c'est la cause, mais pour désigner l'effet qui est son œuvre ou ses œuvres. La métonymie du physique pour les qualités morales. On cite des organes physiques pour désigner ou pour parler des qualités morales. Ainsi, dans l'énoncé « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Cœur, c'est une métonymie du physique pour les qualités morales, pour parler du courage. De même, pour l'énoncé « c'est une cervelle ». Cervelle, c'est une métonymie pour parler de l'intelligence. Et pour l'énoncé « c'est une personne de lourde mâchoire », c'est pour signifier une personne qui a l'esprit pesant. La synecdoque est une figure de style de substitution à travers laquelle on désigne une chose par le nom d'une autre chose avec qui il entretient une relation, soit de la partie pour le tout ou du tout pour la partie. La synecdoque est dite particularisante lorsqu'on parle de la partie pour le tout, comme dans les exemples suivants, bouche pour désigner les personnes, tête pour désigner le père et voile pour désigner le bateau. Le voile, par exemple, est une partie du bateau. Et elle est dite généralisante lorsqu'on parle du tout pour la partie. Par exemple, le Maroc a remporté la Coupe d'Afrique. On parle ici de l'équipe nationale. Cette femme a acheté un castre. On a cité le nom de l'animal castre pour désigner un chapeau qui est fabriqué de son poil. De même pour l'exemple « son vélo a crevé » pour parler du pneu du vélo.